Cancer. C'est fou le pouvoir de 6 lettres sur votre vie. Depuis sa découverte en septembre 2020, fini pour moi l'insouciance. Et bonjour les milliards de questions, revendications de soi avec soi, besoin de réponses, après-midi d'introspection, de réflexion, de prise de tête, quoi. Je suis Isabelle Rigaud et dans cette série spéciale de Be Lively, mon sacro-saint cancer, je vous emmène avec moi. Et je vous propose de suivre mes moments de réflexion, ces étapes mentales par lesquelles je passe, par lesquelles nous passons, nous malades, mais aussi tout notre univers, de notre famille à nos amis. En traversant ce cataclysme entre rage, pleurs, incompréhension, joie, résilience et j'espère bien guérison. Je suis aujourd'hui en compagnie de Pierre-Étienne Schmitt, philosophe, bien qu'il préfère que on le nomme prof de philo. Pierre-Étienne a accepté de m'accompagner dans mes pérégrinations et je l'en remercie 1000 fois, 2000 fois, 10 000 fois, vraiment, merci. Alors de nos premières discussions est ressortie l'importance de séparer la maladie de l'être malade. Ainsi nous nous attaquons à la maladie, et il convient de prendre soin de l'être malade. Et voilà, c'est exactement ce que je souhaitais, que l'on m'aide à mettre des mots, avec la philosophie, sur ce qui se joue dans cette douleur, dans cette maladie, dans ce qui est, depuis septembre 2020, mon nouveau quotidien. Alors oui, Pierre-Étienne, tu as mis le doigt sur une sémantique bien importante, je pense, et comme tu le dis si bien, à confondre les deux, la maladie et l'être malade, la personne malade paraît tout d'un coup secondaire. Et oui, la maladie, elle, intéresse l'équipe médicale, équipe d'ailleurs dont la personne, l'être malade, ne fait pas partie. Alors partons de là, et envisageons, philosophiquement du moins, non pas la maladie, mais l'expérience d'être malade. Et c'est bien ce que je traverse, une expérience. Enfin, c'est comme ça que j'avais décidé de le vivre. Alors, expérience pour expérience. Et si pour ce premier épisode, Pierre-Étienne, nos réflexions nous aidaient à comprendre ce qui s'est joué lors de l'annonce, le fameux D-Day. Alors on est bien loin d'un D-Day de victoire, mais il s'agit bien d'un D-Day de commencement de quelque chose. Alors il y a d'une part l'annonce qui m'est faite, une sorte de droit au but qui fait que je m'échappe de mon corps. Puis cette sensation fugace que je pourrais ne pas le dire, ne pas l'annoncer, le garder pour moi. Et puis l'étape ultime, pour moi qui était plutôt pudique, mais quand je décide de l'annoncer à tout mon univers, sur Facebook, sur mon podcast. Une façon peut-être maladroite, mais ma façon de reposséder ce qui m'avait échappé. Parce que tout d'un coup, c'est bien ta vie qui s'échappe. Comme si ce chemin que tu avais choisi de suivre fond, s'étiole. Et à mesure que ta vie t'échappe, ce besoin qui grandit de reprendre la main sur ce qui n'est plus toi. Alors avec un bon café, une tisane ou un thé, rejoignez-nous avec Pierre-Étienne. Repartons de l'annonce. La question qu'on peut se poser est la suivante. On t'annonce quoi? Est-ce qu'on t'annonce que tu souffres d'une maladie ou est-ce qu'on t'annonce que tu es malade? Autrement dit, est-ce qu'on t'annonce qu'il y a quelque chose en toi, comme une menace qui vient altérer, détruire et mettre éventuellement en péril, et un péril peut-être très menaçant, ta constitution physique? Ou est-ce que on t'annonce que désormais tu es malade? Autrement dit, il me semble important de distinguer la maladie comme une entité nosographique et puis l'expérience qui consiste à être malade. Et bien évidemment, l'expérience qui consiste à être malade immédiatement dépasse toute la dimension proprement clinique, proprement médicale, qui est celle de la maladie. Parce que on t'annonce que tu souffres d'une maladie, et toi immédiatement, dans l'annonce, bon an mal an, on mesure tout ce que ça vient déstructurer et tout ce que ça impose de reconfigurer dans ton existence propre. Donc il est évident que cette distinction, elle est toujours délicate à faire, en tout cas pour soi, et même peut-être pour tes proches. Parce que quand on s'adresse à toi, que ce soit un médecin, ta famille, tes amis, est-ce qu'on s'adresse à la maladie ou à la personne qui souffre d'une maladie ou est-ce
qu'on peut, est-ce qu'on aura le droit, est-ce qu'on a peut-être même le devoir de s'adresser à toi, comme une personne. Je dirais même que l'avantage que j'ai à l'égard de tous les autres, c'est que je ne te connaissais pas avant et que te regardant, te parlant, je m'adresse à toi et je ne sais pas si je m'adresse à une malade. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire. Je crois que c'est très important et peut-être que au quotidien, on dit souvent il est important de s'entourer de proches, c'est évident, mais on pourrait aussi se dire que la difficulté pour les proches, c'est de te parler à toi, Isabelle, comme tu étais, comme tu es et comme tu seras, Isabelle, et non pas à cette personne qui souffre d'une maladie. Qui est devenue malade. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que la réduction, la question c'est la suivante, c'est est-ce que la maladie te réduit à n'être qu'une patiente, voilà, ou est-ce que tu es encore Isabelle, la femme active, et c'est toute la difficulté, bien évidemment. Bah, je crois que c'est le début, c'est le début du combat, enfin ce que je vais appeler combat contre la maladie. Mais le jour où on me l'annonce, où je tombe de ma chaise, je me prends une gifle, c'est vrai que je comprends que j'ai des cellules cancéreuses en moi. Là, l'espace d'un instant, je me dis que je vais pas le dire. Je me dis que si je le dis pas, je suis pas malade. Si je le dis pas, eh ben ça n'existe pas. Et si je le dis pas, il y aura pas toute cette c'est affreux à dire, mais je sais pas si j'étais la seule à ressentir ça, mais à un moment donné, ce truc de honte, c'est un peu comme si, bon, bah voilà, paf, toi, tu pensais être en bonne santé, ben non, en fait, toi, t'es malade. C'est comme si on mettait une croix rouge dessus, comme les croix qu'on met sur les arbres qu'on va abattre dans une forêt. Tu sais, tu te balades, tu dis, ah, bah toi, mon pauvre, tu fais partie de ceux qu'on va abattre. Et ben, c'est exactement ce sentiment que j'ai eu quand on me l'a annoncé, de se dire, ah, je suis marquée au fer rouge, ça y est, je suis malade. Et c'est quelques secondes où je me dis, l'espace d'un instant, il y a mon homme, mon mec à côté de moi, il me dit: je vais pas lui dire, je vais le garder pour moi. Bon, évidemment, hein, la rationalité revient et te dit: «Bah non, en fait, tu peux pas cacher un truc comme ça, c'est pas possible». Mais ouais, il y a de ça. Il y a de est-ce qu'on est malade, voilà, ça me parle, beaucoup, ça m'émeut beaucoup, je crois qu'on touche déjà à un premier truc. Bon, ce que tu dis encore une fois est très riche. On voit bien que le récit que l'on a de soi, les imaginaires que l'on incarne par son corps sont aussi très, très présents dans la déflagration qui est celle de l'annonce. Ouais. Voilà. Où je suis atteint et qu'est-ce qui m'atteint? Qu'est-ce qui me tombe dessus? Ça pose un autre problème. C'est que, bon an, mal an, s'est imposé dans notre conception du corps, au moins en Occident, peut-être aujourd'hui dans l'Occident qui s'appelle la planète, dans notre monde, s'est imposé l'idée que grâce à la médecine et grâce à la science, nous avons plus ou moins une réelle souveraineté sur le corps vivant. On arrive à dompter, je fais de Oui. mon corps ce que je veux. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, outre le fait de violence, ce qui est dans mon corps, j'en décide. Et là, tout d'un coup, c'est la remise en question d'une souveraineté de ta volonté sur ton corps et de remise en cause de la souveraineté du discours médical sur la vie de ton corps. Ça ne peut être vécu que comme une défaite, comme Ouais. une défaite d'un manque de volonté, d'un manque de protection, d'un manque de savoir. Et bien évidemment, c'est à la conception qu'on a de l'homme sur Terre et de l'homme comme être vivant. C'est-à-dire, oui, il y a de la vie en nous. Quand bien même nous sommes armés de tous nos discours scientifiques et de toute notre bonne volonté, de toute la souveraineté que l'on voudrait bien accorder à la conscience, eh bien, je ne peux pas dompter toute la vie qu'il y a en moi, toute la vie qui est simplement la vie, qui est la vie du corps et la vie psychique, elle déborde. Et parfois, eh bien, voilà, les débordements du corps et les transformations de la vie en nous, eh bien, on ne les contrôle pas. Et là, ça rappelle l'idée que nous avons une difficulté à penser la limite de l'homme. Tu veux dire qu'on n'est pas surpuissant? Attends. On n'est pas surpuissant, on Ouais. n'est pas surpuissant et effectivement, l'idée même que notre corps soit limité, que notre présence au monde soit limitée, eh bien, c'est insupportable pour nous. Et on voit la maladie comme non pas quelque chose qui est propre à l'existence humaine, mais comme une défaillance de soi, quelque chose qui fonctionne pas. Et si je fonctionne pas, c'est que je suis mal réglé. Si je suis mal réglé, peut-être que c'est parce que j'ai commis une faute ou que je n'ai plus le droit d'exister. Voilà, différentes hypothèses ici d'interprétation. Mais ce qui est fou, c'est que il faudrait trouver des raisons à ce qu'il n'y en a peut-être pas. Et puis tout d'un coup,
La façon que j'ai trouvée de reprendre la main sur quelque chose, à ce moment-là, sur ma vie, ça a été de décider, une fois que je l'avais annoncé à mon chéri et à mes parents, à ma mère, de l'annoncer à tout le monde. De n'en parler dans mon podcast, de l'annoncer sur ma page Facebook. C'était une façon de dire, on m'a tout d'un coup dépossédée d'un truc, je m'y attendais pas, mais je reprends la main. Je reprends la main sur cette maladie, en fait, et c'est moi qui vais le dire. On va pas me demander, on va pas m'appeler en me disant j'ai appris que, ou, eh ben, je vais le dire à tout le monde, et comme ça, tout le monde sera au courant, et moi, je pourrai vivre avec ça. Je pourrai le reprendre, ça pourra refaire partie de moi. Il y avait un truc de ce registre-là, comme si je décidais de le prendre avec moi, ce truc, que j'avais pas voulu à la base. Oui, on n'est jamais soi sans être avec les autres. Et si il t'arrive quelque chose, ça ne peut t'arriver pleinement à toi-même et tu ne peux le porter pleinement que si tu le portes aussi avec les autres. Et pour le porter avec les autres, ça veut dire qu'il faut l'annoncer aux autres. Et tu ne veux pas te mentir. Et tu ne veux pas mentir à toi en le disant aux autres. Et le cacher aux autres, ça serait ne pas vouloir vraiment te le dire. Peut-être que ça, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais tu mais montres. complètement. Mais c'est ça, ouais. Et même dans la positive, finalement, c'est de l'annoncer aux autres. Je pense que ça fait vraiment partie de l'acceptation. Alors, c'était pas fait, hein, parce que je suis encore dans l'acceptation, pas complète, mais ça a fait partie d'eux. Je pense que je suis vraiment passée par cette absorption de la maladie. On dit, OK, je comprends, je suis malade, donc je vais l'annoncer, ça lui donne finalement son existence. Et donc, je vais pouvoir me battre contre la maladie ou me battre pour la vie, je sais pas, et reprendre la main. Vraiment ce côté existence et justesse de la chose. Non, plus reprendre la main, en fait, reprendre la main, être sûr que c'est moi qui le dis, reprendre la maîtrise. En désirant le formuler, c'est-à-dire le formuler à soi-même et le formuler aux autres avec les autres, eh bien, tu ne te laisses pas devenir simplement cet objet souffrant pris en charge par une équipe médicale, mais quelqu'un qui vit, qui existe, je dirais même pas avec la maladie, mais qui existe à travers cette expérience de l'être malade, tout en cherchant à reconfigurer un espace de sens, à reconfigurer une personne familiale, une personne sociale, une personne au monde. Parce que quand tu dis, je l'ai annoncé à tout le monde, factuellement, tu ne l'as pas annoncé à tout le monde. mais pour moi, c'est important. C'est important. Tout mon univers, oui. Non, mais c'est important. Ça veut dire tout simplement que si tu l'as annoncé à tout le monde, ça signifie bien que être malade, c'est avoir, bon an, mal an, à reconfigurer l'ensemble de ces rapports que nous entretenons avec nous-mêmes, avec les autres, avec les choses qui t'entourent, parce que précisément les choses qui t'entourent, tu les regardes peut-être plus de la même façon, c'est-à-dire avec le monde. Il y a bien la nécessité d'avoir à reconfigurer passivement ou activement, ou un peu des deux, par bien des manières, cette nécessité d'avoir à reconfigurer son rapport à soi, son rapport à son histoire, son rapport à son passé, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, à son passé, à ses projets, donc à son corps, son rapport aux autres. Tu parlais tout à l'heure de ta fille, c'est important. Comment je vais devenir cette mère qui va traverser cette expérience tout en continuant ou en ayant à réinventer ma manière d'être mère, peut-être. Et puis, bien évidemment, il faudrait parler, ça je ne me permettrai pas à ta place, de la reconfiguration de nos amours. Ça peut jouer, bien évidemment. Et puis, une reconfiguration de nos rapports avec notre famille. C'est bien un rapport absolument neuf qui est à réinventer avec le monde. Et donc, tu peux, bien évidemment, dire, je l'ai annoncé à tout le monde. Il s'agit pas de contester cette expression. Peut-être on pourrait dire, peut-être faudrait essayer cette expression-là. Il faut naître à l'être malade. Je ne dis pas naître à la maladie, parce que il s'agirait de se soumettre à, mais il faut avoir à reconfigurer, reconsidérer l'ensemble de sa présence au monde. Il y a d'autres moments dans l'existence, dans l'amour, dans la naissance, je veux dire, d'un proche, il y a ces moments-là. Mais il y a quelques moments essentiels. Alors parfois, ils arrivent comme des éclairs, comme des orages, comme des moments dans la joie, dans la grande joie, dans la rencontre amoureuse, dans la rencontre amicale. On a à reconsidérer nos rapports. Mais là, pour le peu, tu n'as pas le choix. Tu dois bien reconfigurer l'ensemble de ces rapports. Tout ce qu'on a essayé de développer ici ensemble, c'est l'idée que être malade est une expérience. Il me semble important de revenir
sur ce qu'est une expérience. En quoi l'être malade n'est pas une anecdote, n'est pas un accident, mais une expérience propre qui caractérise notre présence au monde, qui caractérise notre personne, notre existence. Autrement dit que la maladie n'est pas quelque chose qui vient en moins ou en plus de ce que serait ou devrait être une existence humaine, mais que être malade, c'est une possibilité fondamentale de l'être homme. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui vient en plus ou en moins, mais chaque matin, l'homme peut découvrir qu'il est malade. Et être homme, être humain, c'est toujours pouvoir être malade. Autrement dit, cette exposition à la maladie n'est pas quelque chose qui se surrajoute ou qui nous retirerait de l'humanité, mais au contraire quelque chose qui caractérise la présence humaine. Et c'est la raison pour laquelle j'insistais tout à l'heure sur le fait que on ne conçoit pas bien la présence humaine et le corps humain, on ne la conçoit pas assez dans ses relations avec l'ensemble des êtres vivants, l'ensemble de ce qui caractérise un monde. C'est-à-dire que être malade, c'est quelque chose qui est une possibilité qui est constitutive de notre présence. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut revenir sur le mot même d'expérience. Être malade, c'est une expérience constitutive de l'être homme. Ce qui ne veut pas dire que si on ne l'est pas, on n'est pas constitutivement un homme. C'est pas ça. Ça veut dire que c'est une possibilité fondamentale de la présence humaine. Et par expérience, j'entends quelque chose qui nous sort de nous. Une expérience n'est pas à confondre avec une expérimentation. Dans une expérimentation, je suis extérieur à ce dont on fait l'expérience. Une expérimentation d'un point de vue scientifique. Et rappelons d'ailleurs que bien souvent, quand je suis malade et quand je suis traité par un protocole, par un traitement, il m'arrive de me sentir comme l'objet d'une expérimentation. On va tenter un traitement et je suis qu'un objet expérimenté. Or, il ne faut pas confondre l'expérimentation médicale avec l'expérience de l'être malade. Dans une expérience, ce qui nous met hors de nous, ce qui nous expose à une forme de péril, c'est précisément la possibilité d'une existence. Dans une expérience, on est mis hors de nous et on est exposé à un péril, étymologiquement. Et c'est pour ça que c'est très important. On pourrait peut-être ici se souvenir d'une expression de Pindare qui, dans ses odes olympiques, nous dit « l'épreuve est vérité des mortels ». Ça ne veut pas dire qu'on va voir à cette épreuve si tu es vraiment un homme ou pas. C'est pas du tout ça. Il s'agit pas de savoir, c'est le moment de savoir ce que tu as dans le slip ou ce que tu as dans le cœur ou ce que tu as dans le courage. C'est pas du tout ça. C'est pas l'épreuve ici n'est pas une compétition. Il s'agit pas de gagner ou de perdre l'épreuve. Il s'agit de considérer dans quelle mesure cette épreuve, l'épreuve, l'expérience, est l'opportunité de s'ouvrir à notre propre finitude, de découvrir qui l'on est et de considérer peut-être que l'expérience de l'être malade, c'est paradoxalement une forme de connaissance de soi, une forme de reconnaissance de soi, une forme de découverte de soi. On pourrait même considérer que l'épreuve, compris l'épreuve d'être malade, est une forme de connaissance à soi, c'est-à-dire de naître avec soi-même, de naître à nouveau à soi-même. Hein, de renaître. Étymologiquement, connaissance, c'est naître avec. Autrement dit, l'être malade est peut-être l'expérience de reconnaître à soi, de renaître à soi. Et donc, l'expérience d'être malade nécessite, comme on l'a dit, une reconfiguration de sa présence, une reconfiguration de son rapport à soi, aux autres, aux choses. Mais je reviens peut-être sur l'expression de Pindare qui me semble importante. Le mortel dont il s'agit dans cette expression, l'épreuve et vérité des mortels, c'est pas l'humain. Le mortel ici, c'est la découverte de notre finitude. Autrement dit, l'être malade. C'est quoi finitude ? La finitude, c'est l'idée que l'homme n'est pas tout puissant, c'est que l'homme est porté par l'horizon de la mort. La finitude, c'est que sitôt qu'un homme est né, il est assez vieux pour mourir. Autrement dit, l'homme est caractérisé par une essentielle finitude. Sauf que cette finitude n'est pas un défaut, n'est pas une défaillance. C'est ce qui caractérise l'homme. La mort n'est pas ce qui vient enlever de la vie, mais sitôt qu'un homme est né, l'homme il est immortel. Tout événement qui nous tombe dessus, l'événement amoureux, l'événement d'un deuil, l'événement de la maladie, nous met en demeure d'avoir à répondre de nous. Et qu'on le veuille, qu'on le sache ou non, on en répond de la maladie. Alors on peut en répondre par la soumission, et puis on peut en répondre et restructurer une épreuve du sens par l'annonce, par des projets, par de la créativité, alors si celle-ci est possible dans le cadre de nos forces physiques, bien évidemment. Mais bien évidemment, qu'on le sache ou non, la maladie, ou l'être malade précisément, est une expérience au sens propre du terme,
c'est-à-dire quelque chose qui nous met hors de nous, quelque chose qui nous expose à un péril et quelque chose qui nous impose de ne pas pouvoir en sortir indemne. Le propre d'une expérience, c'est qu'on n'en sort jamais indemne. Et c'est la raison pour laquelle elles sont bien rares. On ne goûte pas à la maladie. On ne fait pas de curiosité avec la maladie. L'expérience, c'est ce qui requiert que nous avons à la traverser de part en part. Une expérience, c'est ce qui se traverse de part en part et dont on ne peut pas sortir indemne. Donc, par conséquent, être malade nécessite sans doute de renaître à soi. Et renaître à soi, ça commence d'abord peut-être par ne pas se mentir, c'est-à-dire par ne pas faire semblant que nous ne sommes pas malades. Autrement dit, il faut reconnaître la finitude de l'homme, c'est reconnaître que l'homme est toujours déjà possiblement malade, mais c'est reconnaître aussi qu'il doit savoir accueillir l'expérience de l'être malade. On manque d'hospitalité à l'égard de l'être malade. C'est-à-dire, on manque d'hospitalité à l'égard de nous-mêmes, de nos propres possibilités. Et j'insiste, être hospitalier de l'être malade, ça ne signifie pas se réjouir de l'être. C'est simplement ne pas redoubler la difficulté physique et existentielle qu'est la maladie par « je refuse de l'être » ou « je me condamne par la culpabilité, par la honte ». Et donc, d'une certaine manière, s'il devait y avoir peut-être une forme de courage dans l'expérience de l'être malade, c'est pas le courage de répondre par des gants de boxe à la maladie. C'est simplement avoir le courage d'endurer, d'éprouver, c'est-à-dire d'accueillir toute sa finitude. Je suis très contente que tu termines sur ces mots, avoir le courage d'accepter sa finitude. Et j'aimerais qu'on revienne sur la capsule qui suivra, celle-ci, sur cette fameuse force, courage liée à cette expérience que l'on traverse de part en part. Merci beaucoup, beaucoup, Pierre-Étienne. Merci à toi, Isabelle. À très bientôt. Et avant de se retrouver dans le prochain épisode de Sacro-Saint Cancer autour de la force et du courage, comment avez-vous vécu l'annonce ? Suis-je la seule à avoir ressenti cette honte pour cette maladie qui me tombait dessus ? En somme, quelle est votre expérience ? Alors parlons-en sur mon compte Instagram @sacro-saint-cancer. Et en attendant, surtout, continuez de prendre soin de vous.